la France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. Bienvenue dans Influence by Social Media Pro, le podcast des entrepreneurs influenceurs francophones. Je suis Olivier Monteux, fondateur de Social Media Pro, et chaque semaine, j'interviewe dans ce podcast une personnalité du monde digital pour qu'il vous partage les secrets de sa réussite et ou techniques infaillibles pour améliorer votre marketing. Cette semaine, j'ai l'honneur de recevoir Johan Yangting, formateur et consultant en vente et marketing. Il est également le fondateur de Game Entrepreneur. Johan aide et accompagne au quotidien des entrepreneurs à automatiser et scaler leur business par le biais de conférences ou de son académie Game Entrepreneur. Dans cette interview, nous parlons de son parcours, de pourquoi, alors qu'il était encore étudiant, il a décidé de lancer sa propre activité, mais aussi de comment est-ce qu'il travaille son propre branding et ses stratégies marketing. Ce podcast est sponsorisé par l'Académie du Digital, la plateforme d'apprentissage en ligne web marketing par abonnement mensuel que nous avons lancée en 2015. Vous pouvez voir cela comme le Netflix du marketing digital, et depuis 5 ans, ce sont plus de 4000 élèves que nous avons formés. Aujourd'hui, nous avons plus de 20 formations et 100 heures de contenu qui vous attendent. Et pour vous, auditeurs de ce podcast, direction socialmediapro.fr/acadpodcast, tout attaché, donc ACAD podcast, pour vous abonner avec 50% de réduction sur notre tarif habituel. Notez bien que l'abonnement à l'Académie du Digital est sans engagement de durée. Abonnez-vous pour 1 mois ou restez avec nous pour 9 mois ou plusieurs années, c'est vous qui voyez. Rendez-vous sur socialmediapro.fr, ACAD Podcast, pour tout savoir sur l'Académie du Digital. La publicité Facebook vous intéresse ? Sachez que nous proposons une formation en vidéo gratuite sur le site socialmediapro.fr d'une durée de 2 heures et dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction notre site web socialmediapro.fr et cliquez sur le gros bouton en haut à droite, formation gratuite. Je suis sûr que vous ne le manquerez pas. Ce podcast est aussi sponsorisé par Markit.com. Savez-vous que 98% des visiteurs de votre site web ne reviennent jamais après la première visite ? Markit.com est un puissant outil de création de pop-up ciblés à installer sur votre site web ou boutique en ligne qui vous permettra de faire apparaître votre message au bon moment et à la bonne personne et donc d'augmenter considérablement votre taux de conversion. Markit.com est un outil 100% francophone et par souci de transparence, je précise que Social Media Pro est actionnaire dans cet outil. Si vous souhaitez tester Markit sur votre site, vous pouvez le faire gratuitement pendant 14 jours. Et pour aller plus loin en tant qu'auditeur de ce podcast, nous vous proposons un code de réduction de 20% valable à vie sur votre abonnement. Pour cela, quand vous créez votre compte sur Markit, donc Markit ça s'écrit MARKEET.com, vous ajoutez le code INFLUENCE, tout attaché, donc INFLUENCE, et vous obtiendrez 20% de réduction sur votre abonnement. Et maintenant, place à l'interview. Salut Johan, je suis ravi que tu sois avec moi aujourd'hui. Salut Olivier. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce que tu décrirais ce que tu fais en une phrase ? En une phrase, je dirais que j'aide à automatiser et scaler son business avec une offre automatisable et mettre le focus sur les offres haut de gamme. Ok, alors on va revenir là-dessus après parce que ça va être évidemment super intéressant d'en discuter. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours ? Alors en termes de parcours, si on revient au tout début, j'ai fait des études là-bas je voulais faire ingénieur. Donc j'ai commencé par des études dans l'école d'ingénieur. Et arrivé à la fin de la première année de prépa intégrée, je me suis rendu compte que c'était pas mon truc. J'ai bifurqué malgré moi sans vraiment quitter la technique en DUT informatique en me disant je vois peut-être que je réintègre l'école d'ingé ou pas. Et j'ai fini vraiment après le DUT, je me suis dit c'est plus pour moi, je vais plus faire ça. Et je suis allé en école de commerce, le truc qui a rien à voir. Et pourquoi pas. Voilà. Et en école de commerce, je me suis rendu compte que j'ai encore plus loin que ça, que j'étais pas fait pour être salarié pendant mes stages, dont un stage qui s'est très mal passé où j'ai failli me faire virer pour 30 secondes de retard. Et là, je me suis dit non, c'est pas possible. Là, je sais pas trop quoi faire de ma vie, mais l'école m'a coûté quand même 30 000 €. J'ai dû faire un prêt pour la payer. C'était en quelle année ? Le prêt étudiant, l'école, je l'ai intégré en 2008.
Et du coup, j'ai fini c'était les 3 années jusqu'en 2011. Et à cette période-là, en fait, j'ai eu l'opportunité et la chance de faire un stage dans une start-up. Et c'est là qu'il y a eu le gros déclic où je me suis dit, en fait, c'est génial et j'ai moi aussi envie de créer ma boîte. Et que c'était en 2009 à ce moment-là, donc un petit peu après le début de l'école. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, quand je rentre en France, je crée ma boîte pendant que je suis étudiant. Et c'est là que j'ai pris la décision que je serai jamais salarié, que je serai entrepreneur. Et au début, ce que j'ai fait, puisqu'on parle de social media, à l'époque, surtout 2009, 2010, 2011, Facebook commençait à exploser, Twitter aussi. C'était vraiment l'époque où les réseaux sociaux commençaient à devenir pertinents pour les entreprises. Donc je proposais des prestations de social media management, de community manager, d'optimiser la visibilité sur les réseaux sociaux et ça m'a amené après peu à peu à être visible sur le web parce qu'à l'époque j'ai créé un blog. Je documentais un peu tout ça, mon parcours d'entrepreneur, le fait que j'étais étudiant entrepreneur, puis après les études que je me lançais, tous mes doutes, toutes mes galères, j'ai partagé. Et ça m'a créé une audience de personnes qui me demandaient des conseils de plus en plus. Et ce qui a fait qu'avec le temps, j'ai vu que cette audience me demandait tellement souvent des conseils et que j'avais plutôt une bonne pédagogie. J'ai commencé à faire des formations aussi, à les former, que ce soit sur le marketing, également sur tous des aspects dont on parle très peu mais qui sont essentiels, qui sont la gestion du temps, la confiance en soi, les choses comme ça. C'est sûr. Et voilà. De fil en aiguille, ça m'a amené à ce que je fais aujourd'hui où maintenant je fais du business coaching et du business mentoring où j'accompagne les indépendants entrepreneurs eux aussi à réussir à vraiment développer leur business, pas qu'en ligne, mais on utilise beaucoup le online. Et surtout, le gros enjeu se fait sur le temps, sur la qualité de vie, sur le fait de réussir on parlait d'automatisation, à ne plus vendre son temps et à se focaliser sur peut-être parfois souvent du plus haut de gamme et des clients qui nous payent plus cher pendant qu'on a une partie de l'activité qui tourne toute seule. Parce que c'est ça que j'ai développé aussi avec les années. D'accord. Donc voilà un peu. Je voulais revenir sur un point que tu as mentionné. Donc en fait, tu as pris une école qui t'a coûté 30 000 euros. Et c'est ça. Au final, tu étais limite en dette quand tu as créé ta première boîte. Enfin, oui, j'étais à moins 30 000, il faut le dire. Et c'est ce que je dis très souvent à ceux qui parfois disent j'ai pas l'argent pour démarrer. En fait, je suis la preuve que c'est possible, surtout que je suis loin de venir d'une famille riche, donc j'ai pas mal galéré, mais ça a été beaucoup. Quand on n'a pas l'argent, on essaie d'avoir le temps, on le trouve. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui le positionnement le plus fort que j'ai, et les produits que j'ai qui sont les plus demandés sont sur la gestion du temps. Parce que j'ai dû m'organiser pour que ça soit sur mon temps libre, entre mes stages, mes études, et après j'ai dû faire des emplois à mi-temps pour payer le loyer et tout. Et tout ça fait que j'ai dû m'organiser, mais de façon quasi militaire, avec une discipline de fer pour concilier les deux. Et j'ai commencé sans rien en vendant en fait mes compétences, les compétences que j'avais et que je développais directement. Alors tu l'as un peu expliqué, mais est-ce que ça s'est fait vraiment naturellement parce qu'au départ, tu vendais tes compétences, on va dire, tu vendais ton temps, finalement, à d'autres boîtes. Comment s'est passée la transition réellement? À quel moment tu t'es dit, je peux plus vendre mon temps comme ça, il faut justement que j'automatise? Alors, ça a été une sorte de déclic où je me rendais compte que déjà, en fait, ce que je faisais, peut-être que tu connais un peu ça, et peut-être ceux qui nous écoutent connaissent, c'est que je faisais aussi de la prestation de création de sites web. Et pour moi, il n'y a rien de pire en termes de presta quand on est seul, parce que le client il va tout le temps jamais être content, demander des modifications. C'est un truc sans fin et j'étais très mal payé. Je me vendais très mal. Et à un moment, j'avais fait un calcul, je m'étais rendu compte en fait que je travaillais presque 80 heures par semaine et que j'étais payé. En fait, j'avais fait un rapport et je gagnais selon les périodes, entre 2 et 5 euros de l'heure. Et là, je me suis dit, il y a un problème en fait. C'est sûr. Et en fait, il y a le livre qui m'avait donné envie de devenir entrepreneur, c'était Père riche, Père pauvre. On me l'avait offert à la fin de mon stage. Et dedans, il explique le concept, la différence entre le salarié, l'investisseur, le business owner, tous ces différents profils, le fameux cadran du cash flow. Et là, en fait, à ce moment-là, quand j'ai voulu devenir entrepreneur, je me suis dit, mon rêve, moi, c'est de voyager, d'être libre. Je voulais la liberté.
Et cette liberté, je pensais l'avoir en vendant mon temps et en faisant ce que je faisais, mais je m'étais rendu compte que peu à peu, je m'enfermais dans une sorte de prison de verre où j'étais pas libre. Je devais travailler tout le temps. Si j'arrêtais de bosser, j'avais plus de clients. Et à un moment, j'en ai eu marre, en fait. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas... Si c'est ça, autant que tu trouves un travail. T'as un bac+5, t'as payé ton diplôme, va te trouver un emploi salarié, tu seras mieux payé et tu travailleras moins, quoi. Enfin, il y avait une incohérence. Mais au fond de moi, je me suis dit, bon, tu l'as fait pour démarrer parce que tu voulais te payer. T'as deux solutions. Soit tu te vends plus cher, mais tu restais quand même à vendre ton temps. Soit tu trouves un autre moyen. Et comme j'avais cette audience sur mes sites qui commençaient à se développer, je me suis dit, mais pourquoi tu peux pas monétiser cette audience? Et là, j'ai testé. J'ai lancé une première formation en ligne sur la négociation qui a été un échec, une deuxième sur la créativité qui a été un échec, et la troisième sur l'efficacité, justement, a été un carton. Et c'est juste après ça, après ce lancement-là, que je suis parti en voyage et tout, j'ai commencé à être un peu digital nomade. Et là, je me suis dit, ben oui, en fait, pourquoi en réalité, quand j'ai lancé ça, aujourd'hui, ça pourrait être ridicule, mais à l'époque, j'avais fait à peu près un peu plus de 2000 € en une journée et demie. Et ça, parfois, ça me demandait un mois et demi de travail en vendant mon temps. Donc je me suis dit, le rapport est vite fait. Tu vends plus ton temps, t'as trouvé un truc, et après j'ai mis le focus dessus, je l'ai développé, et ça a été la transition vers le fait de plus vendre mon temps, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes exactement? Alors, il y a deux aspects dans mon business. Il y a le premier, j'ai toujours l'aspect, la casquette formateur et formation. Donc j'en ai développé avec les années pas mal en ligne. Elles se vendent toutes seules, c'est avec les fameux les funnels, les tunnels de vente. Donc du coup ça s'auto-alimente, j'ai presque pas à travailler dessus, ça génère des ventes tout seul. Et ça me permet de me consacrer sur moi, ce que j'aime vraiment. C'est là où justement je vends mon temps, mais maintenant grâce à ça je peux le vendre beaucoup plus cher. C'est le consulting et le mentoring, où là j'accompagne en individuel ou en petit groupe des entrepreneurs. Et là, ça se fait à travers, j'ai soit des conférences, soit ce que j'appelle les level up sessions, soit mon académie, l'académie Game Entrepreneur, qui est un programme complet en ligne de suivi, donc qui fait que là, en fait, mon gros focus et mon temps est mis dessus, et à côté, il y a de plus petits programmes qui se vendent tout seuls. Alors justement, parlons un peu de Game Entrepreneur, parce que oui. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà interviewé Johan en 2014, ça date un petit peu. Oui. Et à cette époque, tu avais déjà sorti un livre, je crois, qui s'appelait justement Game Entrepreneur. Tu l'avais peut-être même sorti en 2012 ou 2013. 2011 même. Ah, 2011. Ouais. Donc, comment t'as fait évoluer ce que tu expliquais dans ce livre? Comment tu l'as fait devenir ce que c'est aujourd'hui? Oui, alors Game Entrepreneur, c'est un peu une sorte de renaissance. C'est-à-dire que ça a démarré en 2017. J'étais à un tournant de mon business où je me suis dit, en fait, j'étais beaucoup plus axé, j'étais détourné beaucoup dans tout ce qui touchait au développement personnel et la gestion du temps. Et à côté, j'étais quand même très bon en marketing et je faisais beaucoup de marketing et j'avais des clients entrepreneurs que j'aidais en marketing, et je me rendais compte que l'offre dans l'écosystème dans lequel je suis, qu'on peut appeler un peu infopreneur, consultant indépendant, de formation en marketing commençait à prendre une direction avec laquelle j'étais pas du tout aligné. C'est-à-dire que c'était un peu le discours tout le monde peut vivre de son blog, plein de formations qui étaient vraiment, je trouve, un peu trop superficielles et qui répondaient pas à des attentes, et surtout qu'il y avait un gros problème, notamment lié à un gros manque, qui était que tous les gens qu'on emmenait vers ça, on les y emmenait comme une opportunité d'être libre, mais jamais on les faisait se poser la bonne question de qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie de faire, qu'est-ce qui les passionne et qu'est-ce qui les fait kiffer. et moi, quand j'avais écrit Game Entrepreneur en 2011, j'expliquais le concept plus d'intégrer des mécaniques de jeu dans le business à travers la gamification, à travers la pédagogie, à travers le management, le marketing, etc. Et j'ai toujours vu le business comme un jeu, comme le fait de s'épanouir, d'évoluer, de se challenger, d'avoir des nouvelles étapes, des nouvelles épreuves et soi-même devenir plus fort. Et à ce moment-là, je me suis dit, j'avais presque une sorte d'acte militant de me dire, j'ai envie d'apporter un truc nouveau dans cet écosystème et arrêter de faire sortir un peu
Enfin, moi, je le vois vraiment comme une sorte de bullshit ambiant de vendre du rêve aux gens sans leur donner vraiment du concret. Et j'ai dit, bah du coup, ça s'est fait en fin 2017, début 2018. Je lance un programme et ce programme, en fait, ce sera un programme gamifié pour accompagner les entrepreneurs, indépendants, infopreneurs et autres à se développer. Mais là, je vais proposer ce que les gens ne font plus, c'est du suivi concret et aussi des outils pour qu'ils puissent avancer et rester motivés. Parce que le gros problème qu'il y avait, c'est que les gens abandonnaient, lâchaient au bout de quelques semaines, quelques mois, parce qu'il n'y avait pas de suivi, parce que c'était trop lourd, parce que la pédagogie n'était pas adaptée. Et là, je me suis dit que je vais mettre un truc au centre de ça, c'est le kiff. Et faire kiffer. Et pour kiffer, il faut s'épanouir, il faut jouer, il faut s'amuser. Pas que jouer au sens purement jeu ou jeu vidéo, mais jouer dans le sens s'épanouir par la passion. Avoir cette notion de prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et j'ai adapté mon programme dans dans ces valeurs-là. Et ça a très bien marché quand je l'ai lancé en été 2018. Et après, j'ai enchaîné, j'ai créé un vrai écosystème d'accompagnement, une communauté. Ça a commencé avec le lancement du programme, une tournée de conférences en Belgique, en France. J'ai également fait un gros événement là en juin 2019. Et du coup, bah ça a pris, les gens sont contents, ils progressent et voilà comment j'en suis arrivé à faire renaître un peu cette marque, parce que c'est une marque déposée. Au goût du jour. Et en fait, au-delà juste d'un programme, c'est un écosystème que j'ai créé. Et qui dit écosystème et dit jeu. J'ai créé différents niveaux. Le niveau 1, c'est pour ceux qui démarrent, qui veulent passer de 0 à 1, qui veulent lancer leur business. Le niveau 2, c'est pour ceux qui ont déjà un business et qui veulent l'automatiser, le scaler, faire passer à un niveau supérieur. Et le niveau 3, c'est ceux qui sont déjà bien installés, qui ont un business qui tourne, et là, qui veulent vraiment faire un level up et atteindre soit plus de chiffres, plus de qualité de vie. C'est beaucoup plus personnalisé et généralement on part sur des problématiques spécifiques et on fait exploser le business. Donc il y a cette notion de niveau en fait comme un peu dans les jeux. Je crois que c'est aussi un podcast qui s'appelle Game Entrepreneur. Et ce que je voulais dire qui est intéressant dans ton concept, oui, c'est que c'est vrai que les formations, d'autant plus aujourd'hui, alors déjà en 2017, mais c'est juste hallucinant tous les infopreneurs en fait qui font de la publicité sur Facebook, sur Instagram ou autre, qui te vendent un peu du bullshit, un beau rêve, on va t'aider, on va te faire gagner des millions en très peu de temps. C'est ça. À l'époque, en 2015-2016, c'était les blogs. Aujourd'hui, c'est clairement le dropshipping avec le e-commerce. Oui. C'est juste effrayant, quoi. Oui, et puis il y a la mode aussi du high ticket, en pensant qu'on vend cher. Il y a toujours les petites modes comme ça. Donc, on va revenir un petit peu. Du coup, tu disais tout à l'heure que tu es devenu un peu digital nomade. Oui. Est-ce que tu voyages toujours beaucoup, ou c'était pendant un moment tu aimais beaucoup voyager et maintenant tu es un peu plus posé à certains endroits? Comment tu vois justement le digital nomade? C'est marrant qu'on en parle parce qu'il y a 2 semaines de ça, j'ai fait une conférence à un événement de digital nomade et j'expliquais que oui, j'ai eu ma période digital nomade entre 2012 2015-16 où je voyageais beaucoup, où j'étais un peu en mode jamais au même endroit, et là j'ai vraiment profité. Et puis au bout d'un moment, c'est bien beau de voyager, mais c'est fatigant, et puis même j'avais envie de voir plus. C'est-à-dire que d'avoir juste son business qui tourne bien, être vraiment libre et tout, c'est bien. Et puis j'avais envie d'avoir plus d'impact. C'est-à-dire que même avec Game Entrepreneur, il n'y a pas qu'une notion purement business, il y a aussi une sorte de mission, de valeur, où là aussi je m'éclate et que j'ai envie de développer quelque chose qui va rester sur le long terme. Parce que mon but à terme, c'est vraiment de créer un écosystème avec des écoles et autres. Et ça, en fait, c'est juste que il y a aussi un truc qui s'est passé à cette période, c'est que j'ai passé aussi la trentaine. Donc je pense qu'en termes de vie, entre quand on a 20 ans et 30 ans, peut-être qu'on change aussi, et heureusement. Ouais, c'est sûr. Et donc du coup, je commençais à avoir envie de plus grand pour mon business, de changer aussi ce que je fais, parce que faire du contenu derrière un écran, faire des vidéos et tout, c'est bien, mais je me lassais. Et là, j'avais vraiment envie de commencer à faire plus grand et différent. Et notamment de faire plus de conférences, de faire plus de rencontrer beaucoup plus mes clients, de travailler avec eux en direct. Parce que c'est beau de plus vendre son temps, mais au bout d'un moment, on a aussi envie de voir les gens, travailler avec eux et d'avoir cet échange. Et tout m'a amené en fait à être plus posé. Certes, je voyage toujours parce que j'adore ça, mais c'est plus, je vais partir en voyage pendant quelques semaines,
peut-être un mois, c'est rare que je fasse plus maintenant, mais je vais souvent poser pied à terre, même si je suis beaucoup en mouvement. Mais j'ai plus cette notion où je suis à travers le monde. Là, je suis plus posé, mais je continue à rester en mouvement. Donc c'est un peu en équilibre entre les deux, sachant que mon business me permet, là, si je veux prendre un billet d'avion, partir, je le fais sans problème, mais c'est juste que au bout d'un moment, on change, on a envie de faire autre chose et j'adapte aussi mon style de vie, mon modèle économique à ce qui me donne envie. Et là, mon envie actuelle, c'est les conférences, c'est rencontrer mes clients en petit comité. Donc c'est ce que je fais en ce moment. Si ça change, ça changera. Voilà. Ouais, on évolue de toute façon. C'est normal que ce qui te faisait kiffer il y a 5 ans, c'est pas forcément la même chose aujourd'hui. Tout à fait. Étonnant d'ailleurs que tu aies exactement les mêmes passions qu'il y a 5 ans. C'est normal. C'est ça. Alors, quel regard tu portes sur l'entrepreneuriat en France aujourd'hui ? Alors, l'entrepreneuriat, c'est vrai que c'est très large parce qu'il y a énormément de domaines et quelle définition on donne à être entrepreneur. Mais pour moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui, tout simplement, ça peut paraître bête, mais qui entreprend dans le sens qui crée quelque chose, qui crée un projet, qui, de préférence, apporte quelque chose. Donc, il y a une notion de contribution pour moi. Contribution dans le sens que les gens vont payer parce que ça leur apporte quelque chose. Et c'est vrai que entre, si on parle de 2011-2012 où on va dire que j'étais vraiment à mes débuts et aujourd'hui, à l'époque, en 2011-2012, quand je me suis lancé, c'était un peu la folie. Dans le sens où quand tu devenais entrepreneur, mais les gens se disaient mais tu es dingue, on sortait de la fameuse crise, mais t'étais malade, trouve-toi un vrai travail, ça marchera jamais. Enfin, encore aujourd'hui, il y en a beaucoup comme ça. Mais c'est vrai que quand on lançait sa boîte à ce moment-là, c'était beaucoup plus on va dire, hors des sentiers battus qu'aujourd'hui. Et c'était beaucoup plus atypique. Là où aujourd'hui, c'est presque dans l'effet inverse, un peu moins maintenant, mais à un moment, c'est carrément devenu une mode où il fallait devenir entrepreneur. Tout le monde peut devenir entrepreneur. C'est la mode de devenir entrepreneur. Et là, les gens se rendent compte, comme on l'a dit avant, que c'est pas si rose que ça. Donc il y a une sorte d'équilibre polarisant qui s'est fait entre n'y allez pas et allez-y à fond. Donc finalement, ça s'est un peu équilibré. Et là, à l'heure actuelle, j'ai pas les chiffres en tête, mais je crois ça a pas mal évolué le nombre de personnes qui deviennent déjà auto-entrepreneurs, donc micro-entreprises, qui se lancent à leur compte, de gens qui créent leur boîte. Je crois que c'est en augmentation. Et je crois que enfin en France, si on compare par exemple en Amérique du Nord, l'écart s'est beaucoup réduit. Parce qu'en 2011-2012, ils étaient à des années-lumière en avance. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus équilibré en termes d'état d'esprit, il y a encore du progrès, mais je parle des connaissances, l'état d'esprit, le marketing, tout. Ça s'est pas mal équilibré. Donc je pense que l'entrepreneuriat en France a pris une grosse accélération ces 4-5 dernières années. Ça s'améliore et qu'en plus, même on commence à s'adapter, à comprendre les vrais enjeux de l'entrepreneur parce que pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, il y a des aberrations dans le système, même administratif. On rentre parfois dans aucune case. on se retrouve parfois, même en gagnant bien sa vie, avec son entreprise, à ne pas trouver de logement parce qu'on n'a pas de CDI. Enfin, plein de trucs comme ça qui sont un peu bizarres. Donc le système évolue, mais il y a encore du travail à faire. Mais je pense que là, si ça continue, je trouve que ça va dans le bon sens. Que les états d'esprit changent et que ça se démocratise en fait. Ce qui est vrai qu'en plus, il y a, on va dire, une dizaine d'années, en France, on voyait les entrepreneurs comme des salauds de patrons qui se faisaient de l'argent sur le dos des gens. Maintenant, c'est plus c'est des gens qui veulent changer le monde, c'est bien, faut les soutenir, faut avancer, etc., etc. Maintenant, comme tu le disais, à une période, c'était un peu tout le monde devrait être entrepreneur, etc. Si on est honnête, c'est pas fait pour tout le monde. Clairement. Et on revient à quelque chose que tu disais au tout début de l'interview. En fait, faut avoir une organisation quasi militaire si tu veux réussir. Oui, c'est ça. En fait, l'entrepreneuriat, c'est bien parce que il y a une notion d'épanouissement dans le sens où on crée quelque chose. Mais quand on crée quelque chose, on peut pas il y a vraiment cette notion de création. C'est pas en un claquement de doigts et c'est pas une baguette magique. Créer, ça demande au début des ressources monumentales, mais rien qu'en termes d'énergie, en termes de charge mentale, il faut penser à tout, en termes d'amorcer les choses. Et
Et c'est vrai quand on dit aux gens, oui, c'est facile, vous pouvez vous lancer en quelques semaines, vous allez gagner, je sais pas, 10 000 euros par mois, etc. Une fois que les gens qui se lancent, qu'est-ce qu'ils se rendent compte? Ils se rendent compte de quoi? Qu'il y a toutes les notions, on parlait de l'administratif, des trucs comme ça, où ils sont complètement paumés. Deuxièmement, ils se rendent compte que il faut quand même créer un produit, qu'il faut vendre, qu'il faut savoir communiquer, qu'il faut savoir trouver des clients, qu'il faut savoir mettre en place un système, qu'il faut savoir même parfois toucher un peu à la technique ou trouver des gens qui allaient en technique, qu'il faut savoir aussi suivre les clients, leur délivrer, enfin toutes les choses où une fois qu'on est sur le terrain, on se rend compte que c'est pas pour tout le monde, dans le sens qu'il faut vouloir en fait passer par là. Il faut vouloir se taper tout, enfin désolé l'expression, mais mettre un peu les mains dans le caca, quoi. C'est parce qu'au début, t'es obligé de faire un petit peu tout, t'es obligé d'apprendre sur le tas. Et quand t'as pas ce qu'on appelle le growth mindset, la notion d'apprentissage, la notion d'échec, de résilience, parce qu'au début tu te plantes. Moi, au début, je me suis planté pas mal, j'étais mal payé, je galérais, enfin, et tout ça, si t'as pas cette notion de persévérance, de savoir aussi gérer l'échec, de savoir aussi te remettre en question et tout, c'est ce qu'on appelle des soft skills, des compétences douces, mais des compétences transversales aussi, dans le sens où c'est des vraies compétences, des vrais atouts qui se développent, ça peut s'apprendre, mais il faut vouloir les développer. Et beaucoup préféraient juste être tranquilles, avoir la paix et se dire c'est l'opportunité de faire du cash facilement. Mais si c'est juste ça, faut juste pas devenir entrepreneur, parce que c'est le pire truc. On peut se reposer une fois que ça tourne, et encore, il faut toujours se renouveler. Mais les débuts je connais personne qui a eu des débuts faciles, mais aucun. Donc du coup, ouais, c'est ça, c'est la barrière à l'entrée, elle est très forte, parce qu'il y a une sorte de traversée du désert. Et si on n'est pas armé, et si on ne s'arme pas pour le faire, en termes d'environnement, d'entourage, de compétences, de résilience, etc., de discipline, c'est sûr qu'il y a un gros tri qui se fait là et beaucoup abandonnent en fait. C'est vraiment beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. C'est pas impossible, attention. Il y en a plein qui réussissent, c'est vrai. C'est possible de réussir en étant entrepreneur, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais, comme tu le disais, il faut avoir une grosse résilience, parce qu'au départ, tu vas t'en prendre plein la gueule. C'est normal, tu sais pas faire, donc forcément... tu vas te planter sur énormément de choses. Et même si tu sais faire, si c'est ta 2e, 3e boîte, ça veut pas dire pour autant que tu vas réussir. C'est ça. Et il y a une notion très forte aussi dans l'entrepreneuriat, et c'est là où le tri se fait, et il faut être prêt juste sur ça, au-delà de tout ce qu'on a dit avant, c'est la notion de responsabilité. Ça veut dire que quand tu as ta boîte, on dit les salauds de patrons, mais le patron, je parle de celui qui a vraiment créé sa boîte de zéro, pas l'actionnaire ou autre. Le patron, il a pris le risque, il a commencé, il a joué des grosses sommes parfois, il s'est mis en danger. Et surtout, quand tu te lances, si tu te plantes, c'est ta faute. Ça veut dire que là, l'entrepreneuriat, c'est pas comme le salariat et tout, tu te réveilles le matin, tu fais ton taf, c'est fini. C'est que là, il y a cette notion parfois d'injustice, parce que ton résultat n'est pas forcément lié à ton temps de travail. Tu peux mettre plein d'efforts, plein d'énergie et te planter, ça n'a rien à voir. Comme parfois, minimum d'efforts et avoir des super résultats, et ça c'est un peu ingrat en fait, mais c'est aussi cette notion de responsabilité de se dire quoi qu'il arrive, peu importe, en fait c'est à moi de me remettre en question, c'est à moi de gérer le truc. Si ça marche pas, c'est ma faute, si ça marche, c'est ma faute, c'est grâce à moi. Donc du coup ça, il faut vraiment être prêt, et ça veut dire qu'on tient en fait comme on dit, le patron, c'est lui qui prend le risque, c'est lui qui gère le truc, et que c'est génial parce qu'on est libre, on s'épanouit, on crée, on voit son bébé qui évolue, mais derrière, aussi il y a des moments difficiles, et ces moments difficiles, on peut se retrouver un peu seul, on peut se retrouver à perdre confiance en soi, on peut se retrouver en danger même financièrement. Donc tout ça, il faut être prêt à prendre ses responsabilités. J'ai un exemple assez simple de quand j'ai créé ma première boîte, c'était en 2000. En 2000, ouais. C'était pendant la première bulle Internet. Tu vois, j'ai commencé à gagner pas mal d'argent rapidement, parce qu'à l'époque, la publicité rapportait une fortune. Et ensuite, la bulle a explosé. Et du jour au lendemain, on gagnait absolument plus rien. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques mois, du coup, comme on gagnait plus rien, j'ai liquidé la boîte parce que ça fonctionnait plus. Et pendant plusieurs années, avant de recréer d'autres boîtes, j'ai pas pris mes responsabilités. Tu vois, j'ai dit, c'est de la faute de la bulle. La bulle a explosé, on gagnait plus d'argent, du coup on a arrêté. Mais la vérité, avec le recul que j'ai aujourd'hui,
c'est que on aurait pu continuer, on aurait laissé passer 1 an, 2 ans, parce qu'on n'était pas vraiment, on avait quand même suffisamment de fonds, on aurait pu tenir, tu vois, encore 1 an, 2 ans, et ensuite c'est remonté, la publicité a de nouveau rapporté un peu d'argent, Internet ça a explosé, et finalement, si à l'époque j'avais pas cherché une excuse, ce que font en fait beaucoup d'entrepreneurs débutants, ça fonctionne pas, c'est pas de ma faute, les clients appréciaient pas mon produit. C'est ça. Ou, tu vois, alors que bon, s'ils avaient fait tout simplement un petit test avant, s'ils étaient allés demander aux clients potentiellement ce qu'ils voulaient, ça aurait peut-être fonctionné. Et donc il y a vraiment cette notion que tu disais qui était vraiment super importante, c'est de prendre ses responsabilités. Si ça fonctionne pas, c'est pas de la faute de la crise, c'est pas de la faute de la bulle qui explose, c'est pas de la faute de tout ça. Alors, ni du gouvernement. Dis pas que ça peut pas jouer, ou du gouvernement. Je dis pas que ça peut pas avoir une petite influence. C'est sûr que si tes plus gros clients se barrent parce qu'ils ont plus d'argent, ça peut être gênant. Mais ça veut pas dire que c'est la fin du monde pour autant. Tu peux te débrouiller et continuer. C'est ça, c'est que on maîtrise. En fait, quand on dit c'est prendre ses responsabilités, c'est qu'il y a des choses qu'on contrôle pas. Forcément, ça peut avoir un impact direct ou indirect, mais il y a ce qu'on contrôle, et ce qu'on contrôle, c'est que le contexte est ce qu'il est, le contexte évolue, et comment on navigue à travers ça. C'est un peu comme la voile, hein. C'est qu'on n'est pas responsable d'une tempête, de la houle, des vents qui changent, mais on est responsable de comment on va le gérer. Comment on va naviguer dans la tempête, comment on va ajuster les voiles. Et ça, c'est important de comprendre que quoi qu'il arrive, finalement, ce sera toujours notre responsabilité de prendre les décisions. Et ça, c'est vrai que tout le monde n'est peut-être pas prêt ou ne veut pas le faire. Et dans l'entrepreneuriat, c'est le premier truc qu'il faut prendre en compte et qu'on oublie parfois de dire. Et c'est pour ça que d'ailleurs, très souvent, on se rend compte que les entrepreneurs ont quand même un état d'esprit assez commun, très orienté sur le fait d'aller de l'avant, d'être résilient, persévérant, et ça qu'on dit qu'ils sont un petit peu fous parfois. Je le vois même chez moi, parfois je prends des décisions, les gens se disent mais t'es complètement malade, parce que parfois j'ai pas les réponses, j'ai pas les solutions, et je me dis on lance et on trouvera sur le chemin. Et ça, faut être prêt aussi, parce que je crois qu'on est beaucoup habitué dans l'éducation, surtout en France. On parlait d'entreprendre en France, je crois que le gros problème en France vient de la culture et l'éducation, où c'est vrai qu'en France, on est très souvent un peu dans la sécurité. Se dire, il faut que ça soit sécure, il faut que j'ai toutes les réponses avant de me lancer. Même dans l'éducation, on apprend à avoir les bonnes réponses et à les donner, plus qu'à résoudre vraiment des réels problèmes. Et ce qui fait que une fois qu'on est lancé dans le bain, beaucoup se disent, il me faut toutes les infos, il faut que j'ai toutes les réponses, sinon je peux pas le faire. Alors qu'en réalité, il y a besoin de 10-20% de réponses juste pour le début, et on trouve la suite sur le chemin en fait. Et ça, je crois que c'est aussi lié à peut-être un aspect culturel, parce que j'étais beaucoup en Amérique du Nord, et en Amérique du Nord, eux, c'est on y va, on trouve des solutions, il y a moins de tabous sur l'argent, enfin il y a un état d'esprit qui est quand même beaucoup plus basé sur la performance et aller vers de l'avant. Mais c'est pour ça aussi que même quand ils se plantent, eux, ils se plantent en grand, beaucoup plus grand que nous. C'est sûr. Donc voilà, c'est pas forcément mieux, c'est pas mieux ou moins bon, mais c'est juste qu'il y a une différence culturelle qui fait que même en tant qu'entrepreneur, on évolue dans un écosystème, un environnement qui culturellement est différent. Ne serait-ce que sur le rapport à l'argent, ça c'est flagrant. Et c'est à prendre en compte aussi sur le marché dans lequel on est. Alors, on va revenir un peu sur ton business. Aujourd'hui, tu travailles seul ou tu as des employés, tu as des freelances? Comment ça se passe? Alors, je n'ai pas de salariés, mais je travaille avec des personnes. J'ai peu à peu, en fait, j'ai des personnes qui viennent pour des missions du genre, tout ce qui est un peu technique pour les événements, filmer les vidéos, etc. J'ai quelqu'un qui s'occupe parfois de réserver mes salles, enfin plus les missions d'assistant, support client, réserver les salles, mettre en ligne quelques éléments. Quelqu'un sur la partie plus contenu, pour les montages, pour la post-prod. Et puis là, pour 2020, je vais encore prendre d'autres personnes sur la partie content management. Et puis, bien entendu, on n'en parle pas assez, mais parce que pour moi, ça me paraît tellement évident. Mais il faut le dire quand même, j'ai aussi quelqu'un qui s'occupe de tout, la comptabilité, l'administratif, tout ça, parce que je déteste. J'ai un peu la phobie administrative. Donc voilà un peu, j'ai pas de salariés, mais j'ai des personnes autour, oui, en freelance. Au-delà de la phobie administrative, il faut aussi dire qu'en France, il y a quand même beaucoup de documents que tu reçois un peu régulièrement quand tu crées une boîte. Il y a aussi la comptabilité qui s'improvise pas en fait.
C'est soit tu as étudié un peu comment il fallait faire, soit tu délègues à un comptable, parce que sinon C'est ça. tu vas te retrouver un peu con à la fin de l'année quand tu vas faire le bilan. Et voilà. Bon. La paperasse, en tout cas en France, c'est une horreur et je suis bien content que j'ai quelqu'un qui gère tout parce que d'ailleurs hier j'étais en rendez-vous pour ça. Tout ce que j'ai à faire c'est venir et signer en fait. J'ai pas à gérer et quand je vois la tonne de papier, je me dis heureusement que c'est pas moi qui le gère. Parce que ce temps-là en fait n'est pas consacré à son activité. Si on passe du temps dessus. Comment tu trouves justement les gens avec qui tu travailles? C'est très difficile parce que c'est vrai que c'est déjà arrivé que je prenne des gens, que ça se passe pas. Ça se passe généralement plutôt bien, mais que ça soit pas au top comme je le voudrais. Et du coup, en fait, très souvent, je vais les trouver dans le réseau. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir un feeling et je capte très vite, en fait, si ça match ou pas. Donc moi, il y a une notion de valeur, d'énergie, de comment je sens la personne, de ses valeurs et tout. Il y a une notion forcément de compétence, mais je préfère quelqu'un qui est ultra aligné avec mes valeurs et que je sens bien et qui va peut-être être formé un peu, il va falloir passer plus de temps pour monter ses compétences que quelqu'un d'ultra compétent avec qui je m'entends pas. Enfin, ça, c'est une évidence que je prendrais la personne avec qui ça match. Mais généralement, vraiment par le réseau, le bouche-oreille, parfois ça peut m'arriver dans ma propre audience parce que j'ai une audience sur le web et parfois je passe une annonce, donc je vais voir parmi les personnes qui me suivent parce que l'avantage c'est que comme ils me connaissent et beaucoup me connaissent très bien, du coup ils savent déjà quelle direction prendre, quelles sont mes valeurs et tout. Donc voilà, c'est vraiment bouche à oreille et mon audience où je trouve la plupart des personnes avec qui je bosse. Alors parlons justement un peu des réseaux sociaux, de ton audience, tout ça, parce que je sais que tu fais pas mal de choses sur les réseaux sociaux. En fait, oui. tu publies beaucoup, ce qui est un peu logique puisque c'est ce qu'il faut faire si tu veux que les gens te connaissent aujourd'hui. Tout à fait, oui. Comment est-ce que tu travailles ton branding sur les réseaux sociaux? Alors, en termes de branding, c'est vrai que j'ai eu quand même un challenge, j'en ai parlé un petit peu avant, c'est que j'avais beaucoup monté une audience qui me suivait pour l'aspect développement personnel, efficacité, apprendre plus vite et moins pour l'aspect business. Donc du coup, ça a fait qu'en 2017, 2017-2018, j'ai pris un gros virage qui fait que toute mon audience, il y a une partie qui a arrêté de me suivre et une nouvelle qui est arrivée. Mais clairement, je dirais que j'ai fait un rebranding. Je pense que c'est important d'en parler. Et là, je vais plus parler de mon rebranding, de mon branding actuel. J'ai d'abord travaillé clairement à qui je m'adresse. C'est comme j'ai fait cette nouvelle direction, je me suis rendu compte que j'allais m'adresser à de nouvelles personnes ou un cœur de l'audience que j'avais déjà. Et le filtre très simple, c'est les gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou qui veulent devenir entrepreneurs, là où avant, je visais plus de la masse en fait. Et de ce fait, déjà partir de ces clients, de qui on veut aider, et de construire en fait un vrai écosystème et un branding qui est beaucoup basé, moi, autour de mes valeurs. Je partage toujours ma vision, mes valeurs, que ça soit la liberté, l'honnêteté, le fait aussi je suis un peu sans langue de bois, je vais dire les choses bonnes comme difficiles de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est plus dans mon discours, dans ma communication, dans mon énergie, dans comment je vais transmettre les choses, que j'ai basé un branding basé sur mes valeurs. Et puis aussi avec Game Entrepreneur, qui est un peu ma marque à côté de moi, plus que juste Johan Yangting. Là où avant, je me présentais comme Johan Yangting, aujourd'hui, je crée plus quelque chose qui soit une marque au-dessus de moi même. Et ce branding aussi se base sur vraiment la communauté que j'ai envie de créer et les valeurs autour de laquelle j'ai envie de la fédérer. Et à force de communiquer sur ça, on attire les bonnes personnes, on attire les bons clients et ça fait que l'écosystème se construit et le branding se construit. Parce que pour moi, le branding, il y a une notion aussi de réputation, la réputation qu'on se fait. Et donc, je l'ai basé autour de ça. Comment est-ce que tu crées justement tout le contenu que tu vas diffuser? Comment est-ce que tu travailles à ce niveau-là? Alors, pendant longtemps, je faisais énormément de vidéos. Je publiais une vidéo tous les jours. Sauf que, comme je l'ai dit avant, au bout d'un moment, j'ai fait le tour et je me lassais un petit peu. Donc maintenant, j'ai à peu près 1 à 2 vidéos par semaine. Ça peut arriver que je fasse des séances de tournage pour plusieurs semaines ou que je tourne un peu en déplacement de façon plus spontanée. Je mixe un peu les deux.
Là où je mets beaucoup d'efforts maintenant, c'est les podcasts. Je publie énormément de podcasts et c'est là où mon cœur d'audience maintenant, plus business, me suit. Donc les podcasts, j'en publie peut-être entre 2 et 3 par semaine aussi. Et je reste pas mal actif sur Facebook où là je vais publier plus des pensées, des idées, des petits textes, des écrits qui vont être assez quotidiens là. Et que je vais mettre aussi sur Instagram avec des photos. Donc voilà un peu le contenu que je gère en ce moment. Donc aujourd'hui, ton canal d'acquisition préféré, c'est le podcast ? Ça a été pendant longtemps YouTube, mais j'ai eu quelques soucis très récents avec YouTube. Par exemple, on parlait de podcast, j'ai voulu créer une chaîne podcast, elle a été supprimée par YouTube comme ça, j'ai pas compris, je sais pas pourquoi. Ah bon. Ouais, j'ai pas compris. Du coup, je me suis dit, bon, YouTube, ça a été bien pendant des années, c'est toujours bien, c'est du long terme. En fait, YouTube, je le vois comme en fait, ça reste toujours mon préféré dans le sens où il est très long terme. Ça veut dire que mes vidéos qui me rapportent le plus de clients aujourd'hui et de prospects aussi, c'est mes vidéos qui datent de 2-3 ans, voire plus. Et je continue avec YouTube, mais sans trop m'y attacher. Et honnêtement, oui, clairement, mon canal préféré à l'heure actuelle, enfin les deux, c'est le podcast et Facebook, parce que on dit que Facebook est vieillissant, mais moi, c'est là où j'ai le plus de gros clients, les clients en consulting, coaching et mentoring, qui viennent me chercher. Donc vraiment, podcast et Facebook, à l'heure actuelle. Ouais, alors quand on dit que Facebook est vieillissant, c'est principalement parce que les jeunes sont pas dessus. Si ta cible c'est les moins de 18 ans, ils sont plus sur Facebook, ils sont sur Instagram, ils sont potentiellement les plus jeunes sur TikTok maintenant, mais tout à fait, c'est sûr que Facebook c'est une autre cible. Et c'est pour ça que moi, mon audience, c'est clairement le profil qui est sur Facebook. J'ai testé un peu LinkedIn, mais bon, j'ai pas assez expérimenté pour avoir des vrais retours. Et Instagram, j'y suis, mais j'ai pas fait ce qu'il fallait. Donc j'ai pas méga exploité, mais en termes de résultats, d'énergie et de rapport énergie-résultat, clairement, les trois aujourd'hui, c'est YouTube, podcast et Facebook. Alors je voulais revenir sur le fait que tu disais que tu voulais mettre justement Game Entrepreneur au-dessus de toi. Oui. Je trouve que c'est très intéressant parce que si on prend pas mal d'exemples d'Américains, je pense à Grant Cardone ou Gary Vaynerchuk ou même Tai Lopez, oui. En fait, leur marque, c'est eux-mêmes. Si demain ils sont plus là, leur boîte, elle disparaît. Oui. Et du coup, c'est un peu ce que tu veux faire avec Game Entrepreneur, que ça devienne quelque chose qui reste, qui existe vraiment sur le long terme et que finalement, même si toi t'es plus vraiment dedans, t'es plus mis en avant, ça existe quand même. Oui, parce que je me suis rendu compte que, même quand je me suis lancé, comme je dis que j'ai eu les deux phases dans ma vie, il y a eu la phase digital nomade où là je pensais plus à moi, à ma liberté, à profiter de la vie pour ma vingtaine et tout. Et puis j'avais quand même au fond cette notion on va dire de longévité, de laisser une trace sur le long terme. C'est ça que j'ai écrit des livres, que j'ai publié des choses qui pour moi laissaient une vraie trace. Mais je me suis dit que j'avais envie de plus. Et c'est ce qui fait qu'avec Game Entrepreneur, je me suis dit je préfère développer un écosystème et même une école, une académie qui, même le jour où je suis plus là, là en fait, sur les prochaines années, j'ai envie de former des coachs, j'ai envie de former des personnes qui vont commencer à prendre le relais et que moi je puisse m'en détacher et que ça soit une entité, un écosystème qui soit c'est moi qui l'ai créé, mais il peut tourner sans moi en fait. Et puis il y a cette notion aussi d'entrepreneuriat où si on est réaliste, quand le business dépend de soi, au bout d'un moment on peut vite être coincé. Et c'est pour ça que moi j'ai envie de me dire, si par exemple à 40 ans, dans 10 ans, j'ai envie de lancer d'autres projets, que ce que j'ai mis en place ne meure pas. Parce que si par exemple là j'arrêtais juste ce que j'ai fait à mon nom, et que je passe à autre chose, ça va un peu mourir avec le temps. Alors que si je crée quelque chose qui s'auto-alimente, qui se développe même sans moi, là j'ai vraiment laissé une trace pour l'avenir. Donc c'est-à-dire que maintenant, oui, je vois beaucoup plus le long terme et aussi mon pourquoi qui est que j'ai envie de laisser un impact, créer une sorte d'immortalité qui resterait avec cet écosystème. Alors parlons justement un peu long terme. Quelle est ta vision pour les tendances futures, pour le marketing, l'entrepreneuriat, les réseaux sociaux ? Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on arrive à un stade où on se dit qu'on est allé trop loin, je crois, que ça soit au niveau du marketing, au niveau des réseaux sociaux, etc., et que de plus en plus les gens, et ça revient beaucoup dans les discussions, commencent à revenir un peu à
La vraie vie, certes, et puis aussi l'essentiel, c'est-à-dire que là, clairement, je crois que l'avenir du marketing, c'est que maintenant que les gens sont beaucoup plus éduqués sur les leviers d'influence, sur le marketing, surtout sur le web, les gens, en fait, je crois que beaucoup de marketeurs encore sous-estiment l'intelligence des gens et les prennent parfois, hélas, un peu trop pour des cons. Alors qu'en réalité, maintenant, enfin, les gens connaissent un peu les leviers, ils connaissent très bien comment ça marche, et que là, honnêtement, je pense qu'on vient beaucoup plus sur de la proximité, sur de l'écoute, de la conversation, et de plus en plus, on retourne dans la vraie vie, on retourne à l'essentiel, on retourne au contact beaucoup plus humain. Et je crois qu'il y a un enjeu dessus, comme pour les réseaux sociaux, où je crois que beaucoup de personnes en ont, je dirais pas marre, mais voient les limites. Même quand tu as beaucoup de followers, ou même quand tu es très souvent dessus, tu te rends compte que tu n'es pas forcément plus heureux. Et même parfois, tu peux être seul avec beaucoup d'activités sur les réseaux. Et je crois qu'il y a cette tendance très particulière où on se rend compte que là, on est arrivé dans un tournant où on voit les limites, on voit les dérives, on voit les impacts, même sur notre bonheur. Et je dirais pas qu'on fait machine arrière, mais on commence à relativiser et commencer à mettre des limites, en fait, sur ça. Même que ça soit sur le temps passé dessus. Combien de personnes me disent que maintenant la mode, c'est la détox, la détox digitale, le fait de couper le téléphone et tout. Enfin, on voit ça de plus en plus. Donc je pense qu'il y a une sorte d'enjeu qui se fait dessus. Et que pour moi, l'avenir, c'est qu'on a un super outil, il est génial et je suis content qu'on l'ait aujourd'hui, mais que cet outil, en fait, il est jeune, qu'on l'a découvert, qu'il nous est arrivé comme ça super vite, qu'on n'a pas su le dompter, et que là, on apprend justement à le maîtriser, à l'utiliser, à voir ses limites, à voir les cadres qu'on peut mettre, à voir le côté positif, le côté négatif, et que ce qui va changer pour moi, enfin, c'est très dur de prévoir l'avenir, puisque si, franchement, il y a 10 ans, on m'aurait dit qu'on aurait tous ces réseaux sociaux, j'aurais pas imaginé que ce serait comme ça. S'il y a 20 ans, à l'époque, on était encore sur MSN, on imaginait ça, c'était même pas envisageable. Donc, je pense que c'est dur de prédire l'avenir, mais je pense que là, ouais, on va être sur des enjeux beaucoup plus humains. Enfin, un peu humaniser tout ça, en fait. Là, on a perdu justement l'aspect humain trop robotique. Ouais, c'est une belle vision. J'espère d'ailleurs que ce sera plus ça que l'inverse, que oui. ça va pas empirer, parce que je sais par exemple que aux États-Unis maintenant ils sont pas mal à fond sur tout ce qui est réalité virtuelle, etc. avec les casques. Et je dois avouer, je suis un Américain, je crois que c'est l'un des fondateurs de TechCrunch, et genre tu vois ces enfants qui ont je sais pas là, une dizaine d'années, et il publiait un truc et il disait qu'il préférait que ses enfants soient avec un casque de réalité virtuelle dans leur chambre, comme ça il avait pas peur qu'il leur arrive des trucs dans la rue ou des choses comme ça. Et quand j'avais lu son post, je m'étais dit, si tout le monde se met à penser comme ça, où est-ce qu'on va aller, quoi? Ouais, c'est la dérive entre ce qu'on va aller dans la science-fiction qu'on connaît, ou je sais pas, ceux qui connaissent la série Black Mirror, qui est une vision un peu parfois flippante de l'avenir et les technologies, ou est-ce qu'on va prendre le contre-pied et voir les dérives potentielles et éviter de tomber dedans, mais ça... Seul l'avenir le dira, mais j'espère vraiment que les gens vont se rendre compte que tout ça pourra jamais remplacer les vrais rapports humains, le vrai contact et la vraie vie, en fait. Ouais, c'est important de... tout simplement... Ça reste un outil, que ça remplace pas, en fait, qui nous sommes. Parce qu'il y a cette notion d'identité, enfin, on parle de plus en plus de l'identité numérique, c'est une notion qu'il n'y avait pas il y a 10 ans, et je crois que... ne pas oublier, pas que notre identité numérique devienne notre réelle identité, ça serait un peu flippant. C'est sûr. Je te propose de passer aux questions éclairs de fin d'interview. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? Clairement, c'est le livre qui, pour moi, enfin que j'adore recommander et qui m'a beaucoup impacté. C'est même pas un livre business, c'est L'Alchimiste de Paulo Coelho, et parce que pour moi c'est la métaphore pure de l'entrepreneuriat et du parcours même de vie de façon globale, la philosophie de vie. Est-ce qu'il y a une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit ? Parfois on gagne, parfois on apprend. C'est bien, j'aime bien. Est-ce que tu as une routine matinale ?
Alors, j'ai une vision très particulière. Je suis pas du genre Miracle Morning. Je suis pas trop du matin d'ailleurs. Se réveiller à 5 heures et tout, c'est pas mon délire. Mais ça m'arrive. Enfin, j'ai pas une routine, on va dire extrême que je tiens tout le temps. Mais le matin, j'aime bien avoir un petit moment de marche ou de course à pied, de sport. Mais vraiment tout début pour m'oxygéner et ça. Et j'aime bien aussi le matin, parfois juste me poser et réfléchir à mes objectifs et ce que je vais faire dans la journée. Donc ça, c'est, on va dire, le cœur de routine que je garde toujours, quel que soit là où je suis. Alors justement, j'ai vu un post Facebook, je crois, où tu parlais un peu de ce sujet-là, Oui. assez récemment, où tu disais en gros que les gens qui s'imposaient forcément toujours d'avoir une routine matinale et qui en plus en parlaient à tout va pour se sentir supérieur aux autres, c'était pas forcément une bonne chose, que c'était leur ego qui parlait et que il fallait que chacun trouve ce qui lui convenait en gros. Oui. Bah, en fait, c'est vrai que on est. Et d'ailleurs, c'est peut-être l'une des dérives des réseaux sociaux, c'est qu'on a tendance à vouloir imposer sa vision, son opinion ou ces choses aux autres en disant que nous on a tout compris et pas les autres. Et il y a eu cette mode, et d'ailleurs pour avoir été dans le dev perso, le développement personnel, on a vu cette mode un peu extrémiste de il faut avoir une routine, il faut faire comme ça, les objectifs comme ça, il faut visualiser tout le temps. Et à un moment, les gens, il y a eu le contre-courant, comme je dis, tout s'équilibre à chaque fois. Le contre-courant, foutez-vous la paix, faites comme vous voulez, si vous voulez manger ce que vous voulez, mangez ce que vous voulez. Et finalement, ça s'est un peu équilibré. Et après, moi, je suis plutôt de l'école où il y a des choses qu'il faut tester. C'est comme le business, il faut tester pour soi pendant au moins un mois, tester une chose, voyez ce que ça vous apporte et trouver comment ça s'adapte le mieux à vous en fait. Parce que moi, par exemple, moi j'ai rien contre le Miracle Morning, il y a des bonnes choses à prendre dedans. Le seul truc c'est que moi j'ai vu ce qui marche pour moi, ce qui marche pas, ce qui aussi me convient, me rend heureux. Parce que si c'est pour avoir une routine qui au bout d'un mois encore est pénible pour vous et que chaque matin vous êtes en mode pénibilité et non pas plaisir de le faire, à quoi bon continuer en fait, vous allez vous faire du mal quoi. Au début, il faut se faire un peu de mal pour amorcer les bonnes choses comme le sport et tout, mais au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps et que c'est trop pénible, c'est quel moment qu'il faut arrêter quoi. Et je pense que c'est une question d'équilibre, de trouver soit ce qui nous convient dans tous ces conseils qu'on trouve et d'adapter, enfin moi, ma vision et ce que j'ai lu dans ce fameux post dont tu parles, c'est vous de trouver vraiment votre routine idéale, votre quotidien de kiff en fait. C'est l'esprit game entrepreneur qui fait le game, que le processus, que the journey comme on dit là. J'ai parlé de l'alchimiste, c'est vraiment ça. C'est que vous appréciez le voyage, avant même la destination en fait. Et pour rendre le voyage agréable, il faut avoir un quotidien agréable et ça part de ça. Ouais, je te rejoins sur le fait que se lever à 5h du matin, c'est dur. Il y en a qui kiffent ça et qui sont bien pour le faire, et tant mieux. Et il y en a pour qui, en fait, c'est pas du tout leur truc, ne vous forcez pas à le faire. Donc voilà, si c'est votre truc et que réveiller à 5 heures, ça vous fait plaisir, vous êtes bien, tant mieux. Mais voilà, en plus, il y a différents profils, bon, c'est un autre sujet, mais selon des profils même psychologiques et génétiques et physiologiques, certains sont... Enfin, on est tous un peu différents, donc il faut adapter aussi à ça. Alors, comment est-ce que tu organises tes journées de travail et quelles sont les tâches que tu adores vraiment et celles que tu détestes ? Ce que j'adore, c'est clairement la création de contenu. C'est pour ça qu'on me dit, mais pourquoi tu crées autant de contenu partout ? C'est parce que j'aime créer. Donc tout ce qui est écrire, faire une vidéo, enregistrer un podcast, je kiffe. Je kiffe pas tout ce qu'il y a derrière. S'il y a du montage à faire maintenant, je délègue de plus en plus, donc tant mieux. Et c'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs. Mais l'aspect post-prod, ça me saoule. J'adore faire du marketing, mais je déteste tout ce qui est technique. Et de même, en tâches que dans mes journées, moi, c'est aussi les coachings clients, les suivis clients. Même quand je fais des conférences, je suis content d'aller en conférence, je suis content de voir mes clients, de les avoir sur Skype ou au téléphone. Par contre, dès qu'il faut envoyer des documents ou signer des trucs, ça me saoule. C'est pour ça que le matin, j'axe beaucoup sur la création le matin dans mes journées et sur les rendez-vous en fin de matinée. Et l'après-midi, je laisse pour un peu plus de liberté et le reste qu'il y a à faire. Mais vraiment, mon focus, ce que j'aime, en fait, c'est vraiment créer quelque chose.
Alors justement, quand tu crées le matin, est-ce que tu te dis bon, ce matin je fais que des vidéos, ou ce matin j'écris plusieurs textes? Comment ça se passe? Alors, j'ai dans mes routines, en fait, j'aime toujours me mettre un petit moment d'écriture. Si ça vient pas, je me force pas. Si ça vient, j'écris. Et puis après, ben, selon les semaines, quand il y a des tournages, tout est préparé à l'avance. Donc, ce que j'avais déjà écrit, en fait, je vais juste piocher dans mes idées, les mettre dans la cohérence de mon calendrier éditorial et de ce que j'ai prévu à l'avance en termes de campagne marketing, et juste aller piocher dans mes idées quel sujet je vais aborder, alors que les plans sont presque faits parce que c'était les notes en fait que j'avais déjà faites justement un matin de jours précédents, et là ben, ça peut arriver que j'ai des matinées de tournage et là j'enchaîne parce que c'est plus simple une fois qu'on a mis le matériel et tout d'enchaîner. Donc Ouais, voilà, sûr. ça dépend des semaines, ça dépend des jours, mais généralement j'aime bien regrouper mes tâches par catégorie. Alors avant de continuer les questions éclairs, j'avais juste une question parce que tu parlais justement de conférences. Oui. Donc tu as créé un gros événement Game Entrepreneur Live, comme tu le disais, en juin. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que c'est beaucoup de boulot de créer une conférence. Tu as bossé avec d'autres personnes spécifiquement pour monter cette conférence, ou tu as un peu tout géré toi-même? Alors, d'un point de vue prise de risque, gérer le projet et tout, j'ai tout porté. L'investissement, tout. En termes de préparation de l'événement, je l'ai fait avec Cécile qui aussi m'accompagne, mais qui m'a également, enfin qui travaille aussi beaucoup avec moi sur l'aspect, on va dire les outils pédagogiques, les outils de créativité, les outils de management. Enfin, on est très complémentaires sur ça. Et du coup, elle m'a aidé à préparer l'événement, notamment sur l'aspect certains points logistiques, certains points d'expérience client on a fait un jeu grandeur nature, tout ça elle l'a bien géré. Donc on a un peu séparé les choses de façon complémentaire, mais c'est vrai que l'idée, le design, l'initiative, tout est venu de moi, et j'ai pris des intervenants dont certains que tu connais peut-être, et on a beaucoup communiqué tout. Je ne vais pas cacher que ça a été très dur parce que c'était mon premier événement comme ça. Ça a été peut-être même, je dirais, pour être très honnête, ça a été peut-être dans mon top 3 des plus gros challenges que j'ai eu dans ma vie d'entrepreneur, cet événement. Surtout qu'on s'y est pris un peu tard, hein. L'événement était en juin, on a commencé à vraiment bosser en mars-avril, ce qui n'est pas forcément bon. Et voilà, je pense que j'ai dû faire toutes les erreurs possibles sur la création d'un événement, comme j'ai fait aussi tout ce qu'il fallait bien faire. Et ça a été, en tout cas pour les participants, une grande réussite. Et même pour moi, ça a été une grande réussite. Mais ça a coûté énormément en énergie, en argent, en temps. Et je dirais même que ma première partie de l'année 2019 a été vraiment dédiée à ça. Et à rien d'autre. C'était vraiment focus maximum. Donc oui, ça a été très dur. Organiser un événement, dans mon écosystème, c'est l'une des choses que je trouve les plus dures. Et même ceux qui ont l'expérience de le faire le disent, mais franchement ça vaut le coup parce que l'expérience, tout ce qui s'est passé et tout, c'était juste génial. Donc du coup ça va devenir une conférence annuelle? Alors ça a été le grand dilemme parce que quand je l'ai fait, et même avant, j'ai dit écoutez, beaucoup disaient mais vite devant l'année prochaine et tout, mais j'ai jamais dit que j'en ferai un autre. Parce qu'au début j'ai pas voulu m'engager, j'ai dit je mets le focus, j'en fais un. Et là, maintenant, j'envisage un autre, certes, mais ce sera peut-être un événement annuel. Mais la force qu'on a eu dessus, c'était l'effet un peu war de casser les codes de beaucoup d'événements. Et ce que je veux faire, c'est que chaque année, il y aura on va renouveler le truc, en fait. Chaque année, ce sera un événement unique, en fait. On va garder les mêmes valeurs, la même énergie, les mêmes, on va dire, l'aspect... valeurs, parce qu'en fait il y avait des valeurs autour de l'événement et les personnes que ça attire et tout, mais ça peut arriver que le format change, le lieu changera, la formule changera, mais l'impact restera le même, voire plus. Donc c'est une idée intéressante, ça va être beaucoup de boulot du coup si tu changes chaque année, mais c'est intéressant parce que les gens justement auront envie de revenir chaque année du coup.
Bah c'est ça, parce qu'en fait le gros souci aussi qu'on a dans notre écosystème, c'est que beaucoup d'événements, en fait, au bout d'un moment, ils s'essoufflent et puis les gens, bon, c'est tout le temps la même chose. Et puis moi même, comme je dis que j'aime créer, faire la même chose chaque année, je me connais, ça va me saouler. Et je suis incapable de faire la même chose tout le temps en fait. D'où l'intérêt d'être entrepreneur, c'est que je peux créer tout le temps. Donc voilà pourquoi j'ai envie chaque année de. Après, quand il y a des choses ça demandera beaucoup moins de travail parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on a fait une première fois. Qui une fois qu'elles sont faites servent pour les prochains, mais sur l'aspect inside, on va dire la forme, tout ce qui va se passer, ça changera, c'est sûr. Alors on retourne à mes 2 dernières questions. Est-ce qu'il y a un outil web ou une application dont tu ne peux pas te passer? Un outil, clairement, j'en ai parlé là, c'est la prise de notes. J'ai 3 outils de prise de notes que j'utilise différemment. J'ai tout simplement le Note d'Apple parce qu'il est synchronisé sur mon iPhone, sur mon iPad et sur mon Mac, donc avec des dossiers pratique. Et tout. J'ai Evernote qui me sert plus comme classement de documents. Donc Evernote, c'est plus les documents, les notes, très long terme. C'est vraiment mon classeur en fait. Donc là, c'est pas mes idées, tout ça, c'est vraiment mon classeur cloud. Et j'utilise aussi beaucoup Bear. Donc Ours en anglais, donc B-E-A-R, Bear, qui est une application cloud aussi qui me permet là de noter les scripts. J'utilise beaucoup pour les scripts, pour les vidéos, pour les publicités, etc. Donc chaque outil de prise de notes a un usage différent parce que aussi leur interface permet d'avoir une optimisation des usages. Donc d'accord. C'est des outils de notes en fait, dont je peux pas me passer. On sent le vrai créateur, tu vois. C'est ça. Alors, dernière question. Si tu commençais une entreprise avec seulement 1 000 euros de budget, dans quoi les dépenserais-tu? Très bonne question. Je dirais que je prendrais au moins la moitié pour me former, me faire accompagner pour aller plus vite. Parce qu'il y a un moment, en fait, on n'imagine pas le coût des erreurs ou de fait de... Après, ça dépend si j'ai les 1 000 euros, si tu as mes compétences ou pas, en fait. Mais si je les ai pas, me former, me faire accompagner, certes. Et puis ensuite, je pense que je mettrais sur les 50% qui restent, 30% dans le test de l'idée. Tout ce qui est créer mon MVP, donc mon premier produit minimum viable, et toucher mes clients le plus vite possible, s'il faut mettre un budget pub ou autre, pour être sûr que je teste mon idée. Et ce qui reste, on va dire les 200 euros, peut-être en outil de s'il faut acheter un truc pour faire de la vidéo, ou s'il faut investir dans des licences de logiciels pour faire ça rapidement. Donc voilà un peu ce que je ferais. C'est vrai que tu soulèves un point super intéressant, c'est que quand un entrepreneur démarre, il sous-estime souvent en fait le budget dont il va avoir besoin de mettre dans différents outils. Dans la formation aussi. Oui. Et les outils, ça peut monter très très vite. Parce que de nos jours, tu as une application, un outil pour tout. En fait. Alors certes, il y en a qui sont un peu gratuits, genre je pense à Canva qui te permettent de faire des images assez rapidement, gratuitement, mais la plupart des autres outils, ça va être payant. Par exemple, j'ai lancé récemment une boutique e-commerce avec ma compagne et avec Shopify. Oui. Et pour que Shopify fonctionne, en fait, tu as besoin d'au moins une dizaine d'applications supplémentaires qui vont toutes te coûter entre $10 et $30 par mois. Et d'un seul coup, tu vois, ton abonnement Shopify qui, de base, est à $30, en fait, tu es à plus de $100 par mois dès le début. C'est ça. Et puis même, tu démarres... si tu veux, par exemple, lancer un blog, tu vas te retrouver avec payer un hébergement... WordPress est gratuit, mais il faut peut-être mettre des plugins, des trucs comme ça. Si tu te lances sur un outil avec juste une page de capture, c'est au moins minimum $30 par mois. Si tu dois faire de la vidéo, avec un smartphone, c'est potable, mais peut-être au moins un micro-cravate ou un éclairage. Enfin, il y a plein de trucs comme ça auxquels on pense pas et ça monte très très vite sur les petites sommes et qui font que même pour tester une idée, pour démarrer, le pire truc à faire, c'est se lancer dans la création d'un gros site, etc. Mais pour moi, si on veut tester avec un budget de 1 000 euros, faut compter ces petites licences par-ci par-là qui sont quand même essentielles si on veut les bons outils. Même s'il y a des outils gratuits, mais il y a un moment, il faut quand même payer pour avoir
Parce qu'en fait, ce qu'on va payer, ça nous fera gagner du temps. Parce que si on bricole trop, au bout d'un moment, on perd du temps et au démarrage, l'argent et le temps sont ultra précieux. C'est sûr. Parce qu'on en revient à ce que tu disais au départ. Tu fais un peu tout quand tu débutes, quand tu es C'est ça. entrepreneur. Et ton temps, finalement, c'est ta ressource la plus précieuse. Clairement, oui. Alors, en conclusion, dis-moi, où est-ce que les auditeurs peuvent aller te voir sur Internet pour en apprendre plus ? Oui, eh ben, si vous le souhaitez, il y a ma chaîne YouTube à mon nom, Johan Yangting. Il y a également mon podcast, le podcast Game Entrepreneur. Et puis si vous me suivez généralement sur les deux, vous avez la plupart des actus. Et je communique aussi beaucoup par email, donc j'ai une newsletter si vous voulez avoir des petits conseils réguliers sur le business, l'état d'esprit, le marketing, la vente. Vous en avez assez régulièrement et puis j'aborde aussi beaucoup l'aspect, j'aime bien partager des petits outils, des astuces de gestion du temps, etc. pour s'organiser, pour être plus efficace, plus persévérant. Donc j'aborde autant le business pur que l'état d'esprit et l'aspect mindset de l'entrepreneur. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi pendant cette 1 heure à peu près. Oui. Et j'espère que les auditeurs auront autant apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à aller voir les liens qu'il y aura sous la vidéo pour aller mettre un petit commentaire à Johan, le suivre, etc. Et lui dire à quel point vous avez aimé cette interview. Oui. Et encore merci, et puis je te dis à très bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Ciao. Top, c'était vraiment une super interview. J'ai adoré discuter avec Johan et j'espère que cela vous a plu également et que vous aurez pu apprendre quelque chose de nos conversations et pourquoi pas tenter de l'appliquer dans les prochains jours. Si c'est le cas, eh bien laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, Android ou quelle que soit l'app que vous utilisez et pourquoi pas un petit commentaire aussi. Cela nous permet d'être trouvés plus facilement et aide grandement l'émission. La publicité Facebook vous intéresse ? N'oubliez pas que nous proposons une formation en vidéo entièrement gratuite sur le site Social Media Pro d'une durée de 2 heures dans laquelle je vous apprends 7 techniques pour doubler votre chiffre d'affaires avec les publicités Facebook. Pour cela, direction socialmediapro.fr et cliquez sur le bouton en haut à droite formation gratuite que vous ne pouvez pas manquer sur notre site. Encore un grand merci de nous avoir écoutés et je vous dis à très vite pour une prochaine interview. La France est un pays fantastique pour créer des entreprises. I wish that for you. Stay hungry, stay foolish. Did you think I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up.